Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je sais qu'il y a plusieurs mois d'écart entre mes différentes vidéos et j'en suis désolée. Je travaille sur ça actuellement, avoir plus de temps, me discipliner pour sortir plus de contenu, plus de vidéos sur Insta, sur TikTok, il faut vraiment que je m'y mette, et sur YouTube. Mais bonne nouvelle, aujourd'hui on se retrouve pour un concept nouveau sur ma chaîne. J'ai décidé d'interviewer quelqu'un qui, à mon sens, a un parcours que je trouve inspirant, encourageant, édifiant et qui s'inscrit directement dans la ligne directrice de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire l'objectif, vous encourager, que chacun d'entre vous puisse ressortir grandi. Je pense que ça va devenir la devise d'ailleurs de la chaîne. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration et comme j'ai pu le dire dans mes précédentes vidéos, notamment sur la vidéo de prépa ENM, donc pour ceux qui ne comprennent pas, il faut aller voir la vidéo, c'est le type de contenu dont j'avais besoin, c'est vraiment le type de parole dont j'avais besoin à ce moment-là et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous partage ça et je pense que ça pourra grandement vous parler, vous inspirer. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, activer la cloche de notification et on se retrouve dans la suite de la vidéo. Bonjour Grace Léa, bonjour. Ah, mais en tout cas c'est vraiment super d'être ici. On a tellement parlé de Anne d'avant, donc en réalité voilà. C'est un plaisir d'être à ses côtés. Tout ça c'est à cause de ma soeur qu'on m'appelle Anne d'avant et pas juste Anne. J'espère que tu vas bien. Très bien et toi? Très bien. Donc pour faire un petit peu le contexte, comment s'est connu Grace Léa et moi. En fait on était dans le même lycée. Après tu faisais plus partie de la génération de mon grand frère. Donc voilà, je l'apercevais un petit peu et en fait c'est en revenant ici à Paris que j'ai pu la recroiser et discuter avec elle et l'inviter sur ce plateau. Donc voilà, Grace Léa, est-ce que tu pourrais te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes faire, voilà. Waouh, une grande question. Bonjour à tous du coup. Je m'appelle Grace Léa, j'ai 26 ans et en fait, comme elle disait, on s'est rencontrés au Gabon, donc mon pays d'origine. Et c'est là où j'ai fait mes études, on va dire primaire, collège, etc. Et j'ai fini mes études universitaires en France, au Canada, etc. Donc c'est un petit peu ça le contexte dans lequel j'ai évolué. Moi j'ai toujours aimé l'école, hein. Donc en réalité, il y a beaucoup de gens qui croient à l'école. Donc en fait c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que j'aime? En fait j'aime énormément de choses. Pour ceux qui ne savent pas, je suis chrétienne. Mais j'aime aussi pas mal tout ce qui est le développement personnel. J'aime bien l'art, la peinture et j'aime pas mal voyager, découvrir de nouvelles choses et découvrir des nouvelles personnes. Donc c'est un petit peu ça. Ok, donc tu es juriste actuellement et même de formation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu fais maintenant? Après on rentrera un peu plus dans les détails pour savoir comment tu as fait pour arriver à ce poste actuellement. Ok, alors pour être honnête avec vous, aujourd'hui je suis juriste de formation parce qu'au quotidien je fais beaucoup moins de droit. J'ai un poste un peu vague, on va dire varié, avec plusieurs thématiques internes. Je fais un peu de réglementaire mais je fais aussi pas mal en fait en réalité le fond de mon poste c'est du lobbying sur les questions infrastructure, sur les questions télécom, data center et entreprise et en réalité je fais du droit mais vraiment dans une moindre mesure de ce que je faisais quand j'étais en cabinet d'avocat ou en direction juridique. Aujourd'hui j'ai plus une fonction de lobbyiste, connaissance de l'actualité, connaissance de la technique, maîtrise de l'environnement, on va dire réglementaire mais aussi beaucoup politique pour pouvoir se positionner, comprendre les enjeux et puis parler avec les intervenants. Très bien, très intéressant. J'ai hâte d'en savoir un peu plus. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à ça en fait? Quel était ton parcours? Et est-ce que c'est quelque chose que tu avais toujours eu à cœur? Est-ce que tu savais à peu près ce que tu voulais faire? Enfin, vraiment, quel a été le cheminement qui t'a amené à ça, tout simplement? C'est une très bonne question. Je veux dire que je savais un petit peu toujours ce que je voulais faire, mais ce serait peut-être pas honnête et vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai une grande cousine avec qui on a 3 ans de différence. Donc quand j'étais en 3e, elle était en terminale et elle devait déjà faire ses choix, etc., savoir ce qu'elle allait faire. Et un jour, elle m'a dit « Ouais, mais tu vas faire quoi plus tard ?» Et moi, je me dis « Ouais, c'est grande question et tout, qui sert un peu à rien. On verra, genre j'ai des bonnes notes à l'école, je sais un peu ce que je veux faire, je vois un peu dans quel environnement. » Mais je n'étais jamais assise réfléchir à en fait que ma vie ressemble à quoi. Et donc quand elle m'a posé cette question, elle m'a dit de répondre par mail d'ici la fin de la semaine. Vraiment c'était un devoir maison. Donc j'ai pris le temps, j'ai réfléchi qu'est-ce que je veux faire, etc. Et une des choses qui revenait tout le temps, c'est qu'il fallait que je devienne avocate. Genre je ne comprenais pas c'était quoi les autres métiers, ça ne m'intéressait pas. On parlait de finance, on parlait de ça. Genre pour moi c'était avocate et j'avais écrit dans mon petit carnet parce que vous savez voir que moi j'aime beaucoup les carnets. J'avais écrit dans mon carnet oui je vais être avocate dans le domaine international, un peu des affaires, j'aime bien l'innovation. J'ai écrit ça mais j'étais vraiment en 3e. C'est-à-dire que je ne savais pas c'était quoi le métier d'avocat, je n'avais jamais fait de stage, j'avais jamais étudié le droit, donc c'était vraiment à partir de mes connaissances. Donc un peu en fond de tout, il y avait un peu Olivia Pope, pour ceux qui connaissent la série Scandale. Et il y avait cette femme-là qui avait une femme de pouvoir, qui connaissait le droit,
qui connaissait la gestion de crise, etc. Et pour moi, c'était un peu ça l'imaginaire que j'avais de ce métier. Donc c'est comme ça un peu mon parcours. Donc moi, en terminale, je n'ai fait qu'un seul vœu APB. Hein. Franchement, je n'ai pas postulé à... En plus, j'allais dire, qu'est-ce que t'as fait quelle filière? Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas... moi, c'était Parcoursup. Et oui. APB, du coup, c'est quoi? Admission post-bac. Exactement. Ouais. Et c'était, je crois, 1 an ou 2 ans avant. Ouais. Et en réalité, quand moi, j'ai fait cette inscription-là, j'ai fait un bac ES. Et quand j'ai fait cette inscription-là, j'ai fait qu'un seul vœu. Ouais. C'est-à-dire que... moi, j'ai fait 2 vœux. Hein. Ça va, 2 ou 3 vœux max. C'était max, mais je voyais tout le monde. Oui, j'ai postulé à ci, à ça, etc. Et moi, j'étais en mode, moi, je vais faire une seule chose, je vais aller à la fac de droit. Et en plus de Nice, bon, pour ceux qui connaissent, parce qu'en fait, pour moi, je voulais juste être à côté de la mer. Je me suis dit, oui, Paris et tout. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment fait un choix, mais bénin. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, là, je vais faire du droit à côté du soleil et je vais être à Nice. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé ma faculté de droit. Donc, comment s'est passé un petit peu ces premières années de droit, même ta vie à Nice, vie sociale aussi, enfin vraiment comment tu t'as vécu en fait ces premières années-là? D'autant plus que tu as vécu sans tes parents, j'étais venue toute seule, voilà. Franchement, je pense que c'était une des plus grosses étapes de ma vie parce qu'au début, moi j'étais la petite hyper indépendante, oui, quand je suis partie. Je disais à mes parents dès l'année terminale quand je serais toute seule, ils ne savaient pas, etc. Donc j'avais un peu ce côté où j'ai un peu préparé mon départ. Je savais un peu où est-ce que je voulais aller, j'avais déjà regardé à l'avance la ville, à quoi ma vie allait ressembler, etc. Et en fait, j'avais vraiment cette volonté, je pense que je me suis un peu émancipée toute l'année terminale. Sauf qu'il y a une grosse différence entre j'habite chez mes parents, j'ai tout, j'ai les factures payées, le frigo plein, je ne pense à rien sauf aller à l'école et j'arrive dans un nouveau pays, une nouvelle vie, je dois trouver un appartement, je dois avoir un compte en banque, je dois gérer mon argent. Et pour moi, ça a été un gros gap. En réalité, ma première année, et c'est surtout que j'étais dans un environnement où en fait à l'école on me disait voilà la fac c'est facile parce que voilà ce qui est compliqué c'est les grandes écoles de sciences politiques, les grandes écoles de commerce et la fac en fait tu vas trouver un peu des gens un peu nuls en fait, c'est ce qu'ils nous disaient en terminale. Donc moi j'ai des bonnes notes en terminale donc au fond de moi je me disais ça va être facile, genre ça va être une année tranquille, j'ai déjà préparé mon arrivée, tout va être bien. Erreur 4. Erreur 404. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut être un petit peu plus humble avec la vie. Il faut se dire que quand je ne connais pas quelque chose, en fait, ça sera toujours une étape où je vais devoir m'adapter à l'environnement. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à Nice, je n'avais pas d'appartement au début parce que malgré mes multiples recherches, je n'avais pas trouvé en amont. Donc mes parents ont dû trouver des amis d'amis qui m'ont hébergée pendant une période. Ensuite, j'ai dû chercher mon appartement, puis le trouver, mais les garants étant à l'étranger. Et toute cette partie administrative qui était super compliquée. Et j'avais 17 ans, quoi. Genre, moi, j'ai sauté une classe. Donc, en fait, j'étais plus jeune que les autres. Aller à la banque à 17 ans sans tes parents. Tu regardes la banquière, elle te regarde. Qu'est-ce que vous faites ici, en fait? Et la première fois que je suis allée à la banque, j'étais mineure. Elle m'a dit, il faut revenir l'année prochaine. Oui, en fait, il n'y a rien que tu pourras signer. Donc, en fait, tout cet environnement-là, c'était un peu bon. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai préparé mon truc, j'avais très le mindset de je vais y arriver, j'ai réussi. Si les autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Donc en fait, j'ai réussi à trouver mon appartement, j'ai réussi à m'installer, j'habitais genre à 2 minutes de ma fac. Ah, trop bien. Vraiment, c'était à côté. Enfin, tout allait entre guillemets bien. Et j'avais quand même cette mentalité de me dire, à la fac, les gens sont pas très doués, donc j'ai pas besoin de faire d'efforts. Mais alors là, c'est vraiment la base. J'arrive à la fac, j'ai vu qu'il y avait des gens beaucoup plus intelligents, beaucoup plus instruits, beaucoup plus connaisseurs de leur domaine, parce que moi, j'en avais jamais fait. Il y en a, c'était des parents, ils étaient avocats, ils étaient magistrats, donc en fait, ils ont l'environnement en tête, ils connaissent les enjeux, ils savent que voilà, dans 5 ans, ils sont ci, ils font ça, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment préparé la suite. Et quand j'arrive à la fac de droit, fun fact, ma première fois, mon premier examen de droit constitutionnel, j'ai eu 5. En plus, droit constit. 5. Non mais ça, en fait, ça a dépassé toutes mes attentes enfin, pour moi c'était lunaire, parce que j'ai toujours eu des bonnes notes à l'école, j'ai eu des super mentions en terminale. Pour moi, avoir 5 sur 20, c'était dire que je suis nulle en fait. Et là, première note, 5 sur 20, t'arrives, il fait froid, parce que du coup, c'est le premier hiver, et je me suis dit à mes parents, je rentre. Franchement, il n'y a aucun moyen pour moi de finir ça, être avocat c'est bien, laisser les séries télé, mais j'étais bien au Gabon, j'étais bien à la maison, etc. Et c'est un petit peu à ce moment-là que j'ai vraiment décidé de dire, ok, bon, un échec ne me définit pas, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Toujours la même question en fait. Écoutez bien. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et donc là, je me suis reposée, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Quelles sont les matières que j'apprécie vraiment? Dans quoi est-ce que je dois vraiment travailler? Ok, le droit concis, j'ai eu 5, mais en réalité, j'ai eu 18 en introduction du droit, où en fait, je comprends mieux les obligations. Et en fait, je me suis dit, bon, ok, bon, je vais mettre les forces là où ça fonctionne. Donc, quand j'ai fini de faire cette grosse méditation interne sur moi-même, etc., je me suis dit, ok, Grâce Léa, qu'est-ce que tu veux faire par la suite? Et là, j'ai même commencé à penser à mon échange. Parce que par la suite, je vais parler de mon échange universitaire au Canada.
Canada. Je me suis dit, ok, bon, et qu'est-ce que je veux faire après? Quel type de stage je veux faire? Quel type d'avocate même je veux devenir? Parce qu'il y avait plein d'avocates, il y avait des pénalistes, etc. Il y avait, est-ce que je vais faire une thèse? Enfin, il y avait tous ces enjeux-là qui rentraient. Et je me suis posé la question de là et là. Et là, j'ai commencé à faire énormément de recherches. Je suis allée à tous les événements, tous les carrefours d'orientation. J'ai rencontré plein d'avocats, plein de juristes, je posais des questions tout le temps. J'ai pris mon compte LinkedIn, créer un compte LinkedIn, c'est super important. Comme ça, j'allais voir les avocats, j'ai DM. Est-ce que vous avez un entretien à m'accorder? Il y en a plein qui m'ont dit non, c'est pas grave. Mais je me suis pas découragée parce que je me suis dit, bon, c'est l'environnement et je dois le connaître. Mes parents n'ayant pas étudié en France, enfin ma mère a fini ses études ici, mais en gros l'environnement pour eux c'était, ils savaient pas en fait, ils pouvaient pas m'aider, j'étais la seule personne en guillemets qui pouvait m'aider sur ces questions-là, demander à des amis etc, mais eux à leur niveau ils pouvaient pas du tout, donc j'ai dû faire ces recherches, j'ai dû comprendre, et j'ai tout noté, genre vraiment où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi le Canada, dans quelle mesure, et ça m'a permis d'avoir en fait une feuille directrice en fait pendant toutes ces années. Donc mon parcours il a été très jonché au début de beaucoup de questionnements, mais quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai commencé à mettre les choses très droit dans ma tête structurée, en fait tout est allé. Après à ma L2, bah, je me suis énormément épanouie en L2, tu vois, parce qu'en fait je me dis bon de toute façon l'année prochaine je pars, je vais en échange, je sais que mon échange je vais le faire au Canada, donc j'ai déjà préparé. Ça, non, ça c'est qui? Moi je peux... Marie s'il te plaît. Qui a osé? Ça c'est Pierre David. Rebondir sur ce que tu disais, ce que je retiens c'est que tu as fait preuve de beaucoup de maturité, malgré ton jeune âge, ta minorité même. Tu vois, tu as pris le temps de réfléchir, de prendre du recul par rapport à ça. Tu vois, moi, c'est quelque chose que je disais dans mes premières vidéos. Je pense que j'ai pas osé réellement approfondir ces questions. C'est des questions que j'avais en licence, que je n'ai pas approfondies. Je me suis dit, bon, je suis contente d'avoir de bonnes notes et d'avancer comme ça, sans prendre le temps, en fait, comme tu as fait, de creuser. Et c'est vraiment ce que je disais, ce que j'aurais dû faire. Et en fait, c'est ce que tu as fait, c'est de creuser, de se dire, qu'est-ce que je veux faire, de chercher, de s'interroger, de demander en fait à des professionnels qui, c'est leur métier, c'est leur domaine, comment ça se passe concrètement, etc. Et ça, je trouve que c'est bien parce que d'une certaine manière, ça te fait garder du temps et je pense que ça te permet de voir pourquoi aussi tu fais des études. Parce que c'est vrai que, ok, moi, en licence, c'était juste avoir de bonnes notes, mais c'est pas suffisant en fait pour continuer. Donc je trouve que ça, c'est vraiment hyper intéressant et très mature ce que tu as pu faire. Et petite question, c'était quoi tes matières préférées par exemple? Là, tu as dit que tu es plus civiliste que droit public au départ du coup. Totalement, mais ma matière préférée ça a toujours été le civil et après l'international quand j'ai découvert, j'étais vraiment pas droit public. Vraiment, waouh! Pareil, ici on est civiliste ici, vraiment pas le vu. Quoique, droit consti, j'aime bien. Moi j'ai aimé, mais j'avais l'impression de jamais maîtriser le sujet. Je me suis dit, mais comment je vais. En plus, j'avais un professeur de droit consti à Nice, c'était un chargé de TD. Et il était vraiment punk rock, etc. Du coup, quand il faisait les TD, il était trop dans son truc, et ça, je comprenais rien des explications. Et j'étais en mode, mais il faut que j'achète un livre de lui, etc. Donc c'était un peu compliqué pour moi. Mais sinon, après, j'ai bien aimé les grands arrêts du droit administratif, j'ai bien aimé la partie, mais c'était pas la matière dans laquelle j'excellais, donc je donnais pas plus d'efforts. Donc tu savais que t'allais plus t'orienter déjà vers un parcours plus civil que... Je vais pas te dire ça, moi pour moi c'était international. J'attendais le moment où on allait en faire en fait. D'accord. Je me disais bon, civil c'est bien, etc. Mais moi je suis toujours entre deux et je me rappelle, j'avais posé une question à un ancien professeur d'amphi, moi je posais des questions à chaque fin de cours. C'est-à-dire qu'à la fin de mon cours d'amphi, je lui dis oui mais ça n'a pas de matière entre le droit public et le droit civil. Il fait mais si là c'est le droit international. Et là j'ai commencé à me renseigner et c'est là que j'ai aimé le droit international. Donc t'as fait ta licence, ta L1, ensuite en L2 t'as fait un échange. Déjà pourquoi avoir fait un échange, pourquoi le Canada et qu'est-ce que ça a pu apporter en fait dans ton parcours, même dans ta compréhension du métier, peut-être pas du métier d'avocat, tu me diras, mais en tout cas du droit, droit international, etc. Okay. En fait, tout part de cette question que je m'étais posée, à quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble plus tard. Et en réalité, quand je me suis posé cette question, il y a une chose qui revenait beaucoup, c'est je veux avoir un profil international. Je ne jouais que sur ça, c'était le mot de toutes mes entrevues, etc. Et pas juste faire du droit international, mais l'inscrire dans un contexte international. Donc en fait, je suis partie à l'étranger dans cette volonté de me dire, ok, je vais enrichir mes connaissances par quelque chose qui n'est pas en fait dans la trajectoire habituelle de mes études. Et en fait, il y avait deux pays, moi je voulais aller en Australie, il faut savoir comment je suis allée. Mais l'Australie, dans le cadre de mon université, c'était hyper compliqué d'accès, etc. Et donc je me suis dit, bon bah en fait, je vais quand même aller dans un pays étranger, hyper loin, pour connaître davantage les mœurs, davantage le droit, etc. Et le Canada, c'était vraiment genre l'entre-deux parfait. Quand je suis arrivée au Canada, c'est là que j'ai vraiment découvert le droit international, au sens les grands traités, c'est vrai, mais aussi la notion d'extraterritorialité, connaître en fait
le droit mais sous un autre angle de vue, voir en fait comment les autres avocats de ce contexte-là évoluent, quels sont leurs enjeux, comment réfléchir dans le monde international. Et en fait, tout cet environnement-là, ça va vraiment me dire, en fait, je veux vraiment faire ça. Je veux vraiment travailler dans ce type d'environnement, je veux vraiment... En fait, c'était ok, j'y avais pensé, mais maintenant, j'avais vu pourquoi j'étais arrivée là. Et quand j'ai fait mon échange, franchement, j'ai aimé mon échange. Vraiment, je pense que si on m'avait demandé, je serais restée au Canada. T'étais où au Canada? J'étais à l'université Laval, à Québec, pendant 1 an. Et en fait, ce qui est super déjà, c'est que tu choisir tes matières. Genre pour moi, ça change tellement, je suis en mode ouais, j'ai rien qu'à imposer et tout. Donc c'était super bien. Et quand on m'impose rien, en réalité, moi je commence à construire un peu mon profil. Je me dis, ok, à la fin c'est le M1, tout le monde te dit que le M1 c'est hyper sélectif, il faut faire les bons choix parce qu'après c'est ta spécialité qui en joue. Donc là je réfléchis, je me dis, ok, quel type de spé je vais faire plus tard? Ok, droit international, mais lequel? Parce que droit international c'est trop large comme matière, tu peux me dire en transport aérien, numérique, tu peux me dire grand crédit, tu peux me dire conflit armé, etc. Donc je ne savais pas forcément. Et donc j'ai essayé de construire moi mes matières en fonction, ok, je fais un peu de droit canadien, un peu de common law, un peu, etc. Et tout ça pour me permettre en fait de m'inscrire dans un contexte international. Mais toujours en posant des questions. C'est-à-dire qu'à chaque fin de cours au Canada, je posais des questions. Mais comment vous faites? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qu'est la pratique de votre métier? Où est-ce que vous en êtes, etc. Et franchement, les gens me connaissaient à l'école pour la personne qui posait le plus de questions. Vraiment. Et mais des fois, genre, c'est même pas sur le cours, mais vraiment sur l'environnement. Mais en fait, j'essaie de comprendre. Et même pendant mes stages, parce qu'en fait, je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient au quotidien. Parce que tu me dis, avocat, oui, on voit la partie. Mais encore. Non, mais encore en fait. Ok. En fait, je disais, en fait, c'est quoi votre journée type? Alors, vous faites quoi? De toute façon, la question va revenir vers toi. C'est quoi aussi ta journée type? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Voilà. J'étais en mode, ils me disent, oui, il faut rédiger, oui, il faut lire, faut. Mais ça veut dire quoi? Moi, je n'ai jamais fait ce que vous faites. Et c'est aussi dommage avec les juristes de manière générale, c'est qu'ils ne sont pas forcément les plus pédagogues. C'est-à-dire qu'ils vont pas t'amener à comprendre. Ils vont te renvoyer vers quelque chose, ils vont te dire mais t'aurais dû lire ça. En fait, ils vont pas te partager la vérité, la sincérité de leur parcours. Donc moi, j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'à chaque fois que tu partais d'une discussion, t'avais encore plus de questions en fait. Exactement. Ils vont te dire oui, donc je faisais des dossiers de plaidoirie. Mais c'est quoi une plaidoirie? Je ne sais pas, et non. Miséricorde, vraiment. Je souligne, je relève ce que t'as encore fait. Creuser, chercher, poser des questions à des gens qui connaissent et vraiment ne pas avoir peur, ne pas avoir honte, ne pas se dire ah c'est des questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. En fait, on est là pour apprendre, on est là pour grandir. Pareil, quand j'étais en stage, je posais des questions. Après, je te rejoins aussi, c'est vrai qu'ils sont pas forcément très présents pour répondre à ce type de questions. Je sais qu'ils sont occupés, etc. Donc, mais en tout cas, n'hésitez pas. Même si vous pouvez ressentir peut-être un frein, voilà. Mais en fait, c'est pour vous. C'est pour vous, en fait. C'est pour comprendre concrètement comment ça fonctionne, comme tu disais, une journée type, etc. Donc après licence 1, licence 2, licence 3. Du coup, tu as fait ta licence 3 aussi là-bas? C'est ma licence 3 que j'ai fait là-bas. Ah, d'accord. La L1 et la L2, j'ai fait à Nice. Et après, donc, tu es revenu à Nice où... Non, voilà, c'est pour ça. Le parcours Donc je vais faire un bref. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait 2 ans à Nice, L1, L2, ma L3 au Canada, mon M1 à Bordeaux et mon M2 à Paris. D'accord. Ça c'est l'histoire générale. Pourquoi donc le M1 à Bordeaux et pas à Nice? De base c'était pas prévu Bordeaux sur le planning. Vraiment je voulais revenir à Paris parce que j'avais M1 droit international des affaires de Paris 1. C'était le master que je voulais faire. Sauf que j'ai pas été prise. Et c'était le premier choc. Je me suis dit mais comment ça se fait? Pour moi j'ai toujours voulu faire ça, j'ai construit un bon parcours, on me dit qu'il fallait faire un échange, il fallait avoir des telles notes, etc. Enfin j'avais tout cet environnement, je me suis dit mais... Et c'est là que j'ai un peu, je pense, commencé à un peu douter de moi dans mes études. Mais j'ai pas trop douté de moi parce que je me suis dit bon c'est pas grave, tout le monde ne peut ne pas avoir ce qu'il voulait, etc. Mais j'ai commencé à comprendre qu'en fait les études c'était pas tout beau tout rose. Même si tu t'y investis beaucoup en fait, même si tu donnes toute ta vie en fait de temps, etc. En fait tu peux ne pas réussir. Et ça a mis quand même un petit peu un espèce de petit doute à l'intérieur de moi quand j'ai commencé mon M1, me disant que bon bah peut-être que je vais peut-être pas finir ces études, et c'est là que le doute a un peu commencé à rentrer je pense. Et donc après j'arrive à Bordeaux, donc nouvelle ville. En plus, c'est bien à Bordeaux. Hein. Je suis allée une fois, c'est vraiment beau. Après, moi, je suis arrivée, Covid. Oh. C'est autre chose. J'ai arrivé à Bordeaux, j'ai fait 6 mois, on va dire, d'école. Avec un bon Charles TD. Franchement, c'était trop bien. Les profs sont excellents. Franchement, les Bordelais, ils sont studieux. Enfin, c'était super bien. Et après, les examens de fin d'année, Covid. Donc en fait, il y a un moment où tu arrives dans un
de solitude. T'es dans ton 22 mètres carrés, il y a que toi, ton ordinateur, ta fac de droit. Enfin, franchement, c'est pas la meilleure période, parce qu'en plus, c'est la période où on devait faire les examens, les dossiers pour le M2, il fallait savoir c'est quoi sa spécialité. Mais j'ai beaucoup aimé mon expérience à Bordeaux, parce qu'en fait, j'ai découvert ce que c'était le droit international, que j'essayais de construire depuis le début. Parce que le M1 de Bordeaux, sans faire la pub en réalité, c'est un M1 très complet en droit international. Je crois que c'est l'un des meilleurs en France. Et moi, j'étais figée sur Paris, etc., parce que voilà, c'était la renommée. Mais en réalité, dans le M1 de Paris, il me semble que c'est beaucoup plus orienté affaires, et c'est moins orienté international au sens large. Sauf que quand j'arrive à Bordeaux, je fais du droit aérien, je fais du droit des transports, je fais du droit de droit international privé, droit international public, je fais en fait tous les types de droit. En fait, t'as une panoplie. Et une fois que je vois ça, je me dis ok Gracia, encore une fois, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, à chaque step, je me pose toujours la question qu'est-ce que je veux vraiment faire? Parce que là, tout le monde me dit oui, va en public, va en privé, là il y a de l'argent, etc. Et souvent, on est drivé un peu par les motivations des autres. Ah oui, non, mais un tel, il a fait droit privé, et du coup, maintenant, il est en telle boîte, dans tel cabinet. Tu te dis ah ouais, ça c'est mon parcours. En fait, non. En fait, on a tous un parcours propre en fonction de nos aspirations et de ce qu'on aime vraiment. Et à chaque step, je me suis toujours demandé, Gracia, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Et donc en M1, je me suis fait un parcours un peu plus privé. C'est là où j'avais les meilleures notes, mais aussi les domaines dans lesquels je me sentais le plus à l'aise, etc. Droit de transport. Et en fait, à la fin de mon M1, donc quand je commençais mes examens, c'est le Covid. Et donc là, le Covid remet tout en question. En fait, le Covid remet tout en question. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, là, j'aime trop le droit aérien, je vais aller en droit aérien. Sauf que Covid, il n'y a plus de vol. Tu sais, genre, c'est comme si les situations t'enseignent que voilà, même les choix de carrière que tu dois faire doivent être en conformité avec ce que tu aimes, c'est vrai, mais avec la réalité du monde du travail. Sauf que ça, en fait, on te le dit pas en L1. On te dit fais ce que t'aimes, fais machin, etc. Mais c'est pas vrai. Il faut avoir les deux, en fait, faut trouver un équilibre quand même. Parce que si tu aimes ça, mais il n'y a pas de travail. Je me rappelle le M2 que je voulais faire, je crois que c'était un des meilleurs de France, etc. J'ai été pris en entretien, j'étais trop contente, il n'y avait pas encore le Covid. Et du coup, il me parlait, le Covid était encore dans certaines régions d'Asie, mais c'était pas encore arrivé en France. Donc quand il me parlait, il me disait oui, mais du coup, c'est quoi vos aspirations? Moi je lui parle oui, donc voilà, elle travaille dans une compagnie aérienne, et puis à terme, et ça. Et il me dit, mais du coup, s'il n'y a plus de vol, vous pensez que vous allez pouvoir trouver tout ça? Et là, je le regarde, le plan, je me dis, ah ouais, mince, j'ai pas pensé à ça. Et franchement, à chaque fois, ce genre de choses, ça ramène quand même à une certaine solitude en se disant, mais en fait, pourquoi j'ai pas pensé? Genre, personne ne m'a dit, personne ne m'a informé. Et ça, je pense que c'est ça que j'ai retrouvé dans toutes mes études, c'est ce sentiment où tu dois vraiment faire ça toute seule. Ouais, clairement. Genre, il y a personne qui va creuser pour toi, il y a personne qui va prendre les recherches pour toi, il y a personne qui va faire la maîtrise de ce que tu aimes faire et ce que tu veux faire plus que toi-même. Donc, quand il m'a dit ça, je me suis réassise avec moi-même, je fais souvent ça. Je me suis dit, ok, là, il n'y a plus de droit aérien, le maritime c'est fermé, les frontières sont fermées, Gracia, tu veux faire quoi? Et là, je me suis repartie à mes notes de L1. Mes notes de L2. Et j'ai tout noté, je me suis assise devant chez moi, j'ai dit ok, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux pas faire, voilà où je me sens bloquée. J'ai fait des schémas, j'ai écrit. C'est vraiment toilé. Oui, non, j'ai fait des petits. Vraiment, j'ai connecting dots, tu vois. Et à la fin, je me suis dit ok, ce que j'aime en réalité, c'est pas d'être dans un droit sédentaire, mais d'être dans un droit en mouvement. Donc je vais regarder tout ce qui a rapport avec l'innovation. Et donc dans l'innovation, je vais être ça de manière large. Je me suis dit pourquoi pas transport, etc. Parce qu'en fait c'est en mouvement, c'est pas droit de la famille où c'est toujours les mêmes règles, c'est quelque chose qui est évolutif. Et quand je vois innovation, je commence à trouver des trucs sur le numérique, sur les télécoms, sur l'aérospatial. Je me dis ah ouais, ça a l'air intéressant, les règles de droit qui s'appliquent à ça, comment on fait et tout. Je commence mes recherches, mais jamais plus, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, je trouve par hasard le meilleur master de France. Shout out à ma promo de Master 2. C'était vraiment droit des activités spatiales et des télécommunications. Moi, je ne connais pas les activités spatiales. Mais moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant de connaître ton parcours. Hein. Mais tu sais que j'ai trouvé ça par hasard. C'est-à-dire que vraiment, c'est en faisant des dossiers, je me suis dit, bon, j'ai rien dans le transport, mais si je suis pris en transport, c'est mieux. Mais bon, je postule quand même à ça parce que je me suis dit, aérospatial, peut-être il y a du transport. Donc, tu vois, j'ai un peu par by faith. Et quand je postule à ce master, je rencontre. Je vais à mon entretien de master parce que mon entretien de master il fallait préparer ton dossier, c'était sous sélection. La sélection du master, on a suivi. Et du coup j'arrive en M2 et là je vois un professeur et plein d'intervenants. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait un entretien de master où tu n'es pas seul en fait avec ton professeur, ou vous êtes deux peut-être. Mais là il y avait un professeur avec plein de professionnels. Et là, j'aime pas quand il y a beaucoup de gens dans un Airbus. Je me dis mais pourquoi tous ces gens sont là, etc. Et moi je suis là, franchement j'ai postulé ne sachant pas c'était quoi la renommée du master. J'ai vraiment postulé et il m'a répondu directement, je me suis dit bon je vais faire en fonction. Et quand j'arrive je me dis ah ok, il y a quelque chose. J'ai l'air de bien aimer l'innovation, j'ai l'air d'avoir de l'emploi, j'ai l'air de me correspondre dans la manière dont je vais appliquer le droit, ça a l'air d'être international, ça a l'air de matcher un peu tous les points duquel en fait je me sentais appartenir en réalité. Donc dès que je suis pris à ça, retour à Paris. Vraiment Covid, etc. Donc pendant le Covid je suis partie chez ma soeur à Rouen, etc. Bref. Et je repars à Paris à la fin de mon M2.
Et là, je me dis, je crois que je suis au bon endroit. Genre vraiment, en fait, dans ma promo, les masters, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, on est en alternance généralement où on fait un mémoire et ça, on le choisit dès le début. Donc là, il y en a plusieurs qui parlaient d'alternance. Donc déjà, je ne sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça implique. Mais bon, je me dis, j'ai postulé, ça a l'air bien. Et là, du coup, je postule à une offre chez Thales et j'arrive, je fais du droit des télécoms, innovation. Je suis dans l'industrie, je suis en alternance. Je me dis, waouh. Genre, je me dis, ok, au début, la fille qui avait 5 sur 20 en droit constit, mais là, je suis à la direction juridique avec des gens qui ont bossé des années dans le domaine, qui vendent des rafales, etc. Je me suis dit, waouh. Et donc là, je me suis dit, ah ok, vraiment rien n'est impossible. Genre, je me disais pas que j'allais arriver là, mais mettre mes 2 pieds à Thales, je me suis dit, mais c'est dingue ce qui se passe. Donc j'arrive, etc. Je fais mon arrivée comme tout le monde. Et quand j'arrive, les premiers jours, je me dis, en fait, il y a énormément de choses à faire dans le master. Et là, je me mets à comprendre l'environnement dans lequel je suis rentrée. Vous savez, ce qu'on nous dit pas quand on fait nos études, c'est vraiment de toujours penser au marché du travail à la fin. C'est-à-dire qu'on nous dit toujours fais ce que t'aimes, découvre-toi, etc. Mais ça crée beaucoup de gens à la fin qui sont frustrés. Ok, j'aime bien la géographie, mais si derrière à la géographie je ne vois pas à quoi l'appliquer, je vais faire 5 ans, 6 ans, 7 ans de géographie, à la fin je serai frustrée parce que ça ne correspond à aucun besoin. En fait, en réalité, les besoins d'un État sont orientés en fonction du budget qu'il donne et donc les offres d'emploi qui sont attirées derrière. Et moi, quand j'arrive, je vois qu'il y a énormément de choses. En fait, j'arrive dans un truc où je n'avais pas vu. Franchement, si on m'avait dit en première année, je n'aurais pas cru. Et quand j'arrive là, je commence à poser des questions. Je pose des questions aux juristes qui sont dans mon environnement. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous voulez faire? Nanana. Et là, je commence à me documenter. Ok, le numérique, c'est quoi? L'IA, c'est quoi? Pourquoi les télécoms? C'est quoi les métiers d'avenir? Data center, ça veut dire quoi, etc. Je me mets dans l'environnement. Je pose des questions et je sais que franchement, j'ai apprécié ma maître de stage. Franchement, ma directrice juridique et ma maîtresse de stage, ils sont hyper pédagogues. Et là où j'ai, pendant des années, manqué d'une main qui va te dire voilà ce qu'il faut faire, j'étais dans un environnement qui m'a vraiment bâti. Je pense que c'est la meilleure expérience d'apprentissage que j'ai eue, franchement. Et ma directrice juridique m'a pris par la main. Enfin, au début, je ne savais pas lire un contrat. Donc, la première réunion où je suis arrivée, on me dit oui, on va faire un avenant. Et là, je regarde tout le monde et tout. Et ils me disent mais comment elle est là en master 2, c'est quoi un avenant? Et du coup, je suis allée sur internet, c'est quoi un avenant? Et non, je fais ok, c'est un amendement au contrat. Et surtout, en réalité, il n'y a pas de honte, en fait. Oui, t'es là pour apprendre, mais c'est vrai que vu que les autres sont là, tu dis ah, toi, me regarde. C'est donc j'ai fait un droit international, donc en fait, on n'a jamais fait d'avenant, tu vois. Et là, je regarde. Et je me dis, ok, là c'est la vraie vie. Donc je commence à lui poser des questions, qu'est-ce qu'elle a fait, je lui demande sa vie, parce qu'en fait, dans son parcours perso, j'étais beaucoup enseignée aussi, parce qu'elle a fait du droit, mais pour faire du droit. Au final, elle est directrice juridique depuis des années, genre dans tous les meilleurs postes, entre guillemets, chez Thales. Son mari, lui, il a un profil un peu différent, genre il est entrepreneur, etc. Donc, en fait, toute sa vie, c'était un peu en mode, je m'identifiais beaucoup à elle. Et donc, ça m'a beaucoup aidée. Je me suis dit, ok, comment elle travaille? Elle est hyper diligente. Je vois comment elle fait ses réunions d'équipe, je vois comment elle parle avec ses collègues. En fait, je me suis énormément identifiée à elle. C'est-à-dire que j'ai fait exactement ce qu'elle faisait. C'est-à-dire que quand elle passait 4 heures sur un contrat parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair et qu'il fallait qu'elle réexplique au client, je faisais la même chose. En fait, elle a été un modèle pour moi, ça a été incroyable. Et en fait, quand tu as des modèles dans la vie, c'est plus simple pour toi de faire. Clairement. Parce que des fois, on a des aspirations, mais on ne sait pas comment arriver. Parce qu'en réalité, en fait, elle, c'est trop un modèle pour moi. Un modèle de carrière, un modèle de diligence, un modèle de persévérance, un modèle aussi de management. Parce qu'en réalité, elle avait une très bonne manière de gérer ses équipes. C'était pas un tyran, elle était dans l'apprentissage, elle gérait un peu tout. Et donc, c'est ça que je pourrais dire. Ok, bah waouh, je suis hyper impressionnée, je trouve que c'est hyper intéressant et surtout je trouve ça très beau. En fait, tu vois, quand tu parles, on ressent en fait la passion. On ressent vraiment que t'as pu apprendre, t'as pu vraiment découvrir un environnement que peut-être t'avais pas l'habitude, mais tu vois, t'as vraiment été baigné dedans. Et ce que j'ai beaucoup aussi aimé, c'est quand t'as parlé du mentorat, enfin oui, une sorte de mentorat. J'y pensais en plus il y a pas très longtemps, je me suis dit, c'est en droit, mais en soi, je pense que ça peut s'appliquer un petit peu dans tous les domaines de notre vie. C'est hyper important d'avoir des mentors. C'est hyper important, et surtout dans ce type de domaine où parfois, comme tu disais, on peut avoir peut-être des baisses de confiance en soi. Et en fait, voir quelqu'un, voir comment cette femme-là, elle a travaillé, voir comment elle fait les choses, et le fait aussi de se reconnaître, je sais pas, ça te donne du pep, ça te donne une sorte de enfin, voilà, en fait, j'allais dire espoir, j'avais peur que ce soit trop espoir et tout. En fait, oui, en fait, une sorte d'espoir. Et je trouve ça beau. En tout cas, vraiment, c'est hyper beau, en fait, voilà, encore une fois, de voir à quel point tu as été passionné, à quel point tu as pris par la main pour t'enseigner, pour te montrer comment ça se passait et tout. Donc, ça, c'était en M2. C'est ça.
Ça, c'est tout le M2. Donc, si je me rappelle, tu as fait une alternance pendant ton M2. Et donc, voilà, bah, le M2 se déroule bien. Voilà, tu vis ta vie, ta best life à ta laisse. L'environnement social est bien. Tu as tes amis à côté. Tu réussis, tu as de bonnes notes. Voilà. Tout donc, se passe bien. À la fin du master arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu prévois de faire voilà. Et là, la fin du master arrive, donc fin du master dit l'accomplissement de mon rêve, de devenir avocat. Pour moi, je me dis alternance ou pas, je me suis renseignée, j'ai des gens qui ont fait l'alternance et qui ont passé le barreau et qui l'ont eu, donc je me dis bon, en fait, je vais juste m'inscrire au barreau. Donc je commence la révision du barreau en janvier, enfin je m'inscris en tout cas, et je vois, voilà, le rythme est dur, c'est assez cardio, mais bon, grâce au Covid, enfin en tout cas aux restrictions qu'il y avait, on avait beaucoup moins de présentiel, ce qui permettait de beaucoup réviser chez moi, etc. Donc je me mets dedans, je vois que mes notes évoluent un peu à la prépa, donc je me dis, tout est jouable, etc. Et je sais pas, en août, je commence à avoir je crois que je vais pas l'avoir. Mais après, tout le monde me dit oui, c'est le doute de, voilà, etc. Mais je me dis, ok, je crois que je ne vais pas l'avoir. Et là, je commence à appeler mes parents, je me dis, mais j'ai fait toutes ces études pour être avocat et je vais pas l'avoir et tout, non. Et ils me disent, mais vas-y, teste, genre, tu n'as rien à perdre. Et donc, j'arrive en septembre et je passe mon examen et j'ai l'impression que tout s'est super bien passé. Genre vraiment pour moi, je me suis dit waouh, je m'y attendais pas, ça a l'air plus simple que la prépa. J'étais dans un mindset, même si la semaine d'avant, il y a le mental breakdown. Mais là, je me sentais vraiment super à l'aise. Donc j'arrive, je passe mon examen, en plus avec des amis à moi, etc. Et bam, fin d'année, j'ai pas le barreau. Mais je me dis, c'est pas grave, il y a 3 chances. Tout le monde a toujours dit qu'au bout de. Oui, la plupart, il y a pas mal de personnes qui le repassent en réalité, oui, voilà. Donc, en fait, tu dois pas trop comme un échec, tu te dis, bon. C'est frustrant, je l'ai pas, mais bon là on va dire bon j'ai l'alternance, etc. Le M2, donc c'est pour ça que je l'ai pas eu en réalité. Mais si je prends un an pour le préparer, en réalité j'aurais pas ce problème. Donc je me dis bon grâce Léa, tu prends un an, fais un stage, etc. Donc là je suis acceptée dans un des meilleurs cabinets que je voulais faire depuis ma première année, donc je suis hyper contente de mon stage. Je fais mon stage en parallèle, je m'inscris à la prépa. Et pendant que je fais ça, je me suis dit mais est-ce que je veux vraiment faire ça? Et c'est là que les questions arrivent. Vous savez la question que je me pose depuis la première année. Voilà, et même question. Je vais vraiment faire ça. Et là, je commence à avoir des témoignages un peu moins positifs. Je commence à entendre des témoignages comme quoi, ah oui, non, mais les cabinets, regarde ce qui se passe. Et moi, je sais que j'ai beaucoup cette volonté d'avoir un équilibre familial, professionnel, etc., spirituel, etc. Et j'aimerais bien faire d'autres choses en dehors. Et je commence à avoir des témoignages comme quoi, il y a des femmes qui sont en cabinet qui perdent leur bébé. Je vois les burn-out, je vois les séparations entre les couples. Tout ce qu'on ne voit pas, c'est ça aussi la réalité. En fait, quand on est en études, et quand tu commences à parler avec les avocats, tu commences à voir certains de leurs problèmes, tu te dis, ok, est-ce que ça match avec la vie que je veux avoir? Et là, au-delà de même l'examen lui-même, tu commences à te questionner sur est-ce que je veux vraiment être avocat? Et là, tu repars à tes notes, tu dis ok, bon, est-ce que ça a évolué? Est-ce que je n'ai pas vu trop petit? Est-ce que je dois pas voir de manière large? Parce qu'en fait, si je veux être avocat dans le numérique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je veux rester enfermée dans une boîte, dans une direction juridique? Est-ce que je veux monter mon propre cabinet? Et là, les vraies questions internes commencent à monter. Et quand je me pose ces questions internes, bah, du coup, je commence à écrire un peu un schéma de pensée. Genre en mode, Grâce-Léa, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux faire ça? Dans quel but? Qu'est-ce que tu voyais quand tu fermes les yeux? Et vous savez, on pose souvent les questions de qu'est-ce que tu ferais si jamais on te payait pas, mais en gros, l'argent n'était pas un problème. Et là, je ferme les yeux, je me demande, mais qu'est-ce que je ferais si l'argent n'était pas un problème? Et je me dis, peut-être pas être avocat en fait. Et là, le peut-être pas commence à monter. Sauf que tu peux dire peut-être pas alors que tu vas être 100% focalisé sur l'examen qui arrive dans 3-6 mois. Parce qu'en fait, le peut-être pas te crée un en vrai. Pourquoi le faire? Et donc, quand je me pose la question, je commence à me dire, en fait, je vois ça. Et je me rends compte à côté, parce que j'avais commencé un espèce de média en ligne sur les nouvelles tech, je vois que j'ai pas mal de compétences en communication. Je vois que je commence à avoir des compétences en legal design. Je vois que... il y a d'autres... Comme si cette période-là m'a fait montrer, émerger de nouvelles compétences. Et je me dis, ok, est-ce que je vais pouvoir étudier tout le mois dans le métier d'avocat? Et là, je commence à me dire, bon, on a un problème, mais c'est un peu tard pour faire machine arrière, parce que j'ai fait que des stages en cabinet. Je n'ai fait que des stages en cabinet, j'ai eu mon alternance, j'ai encore refait des stages en cabinet. C'est-à-dire que j'ai passé 5 à 6 ans de ma vie en cabinet d'avocat. Je n'ai que des expériences en cabinet et en direction juridique. C'est-à-dire que je ne sais rien faire d'autre. Donc en fait, toi-même, t'arrives et tu te dis, mais si demain on m'envoie en com, je sais pas, c'est... Enfin, tu vois, et même toi, tu te remets en question, tu te dis, mais c'est un endroit pour faire quoi? Et là, la grosse remise en question. Et cette remise en question, je pense qu'elle arrive à tous les étudiants qui passent le barreau. Donc, bon courage si tu es actuellement en train de passer le barreau. Courage, accroche-toi. Et me pose ça les bonnes questions. Parce que je connais aussi beaucoup de personnes qui ont passé le barreau et qui ont arrêté. Parce qu'au final, bon, c'est pas tout ce ça, c'est vrai aussi. Hein. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a des gens qui ont réussi et qui arrêtent après. C'est ça. J'étais en mon stage dans un cab et je vois l'associé, c'était pas un associé, c'était un junior, un collab. Il est là et tout. Au bout de 1 an, je crois, il est parti, il a ouvert
une maison, je crois, de thé. Oh. Et j'ai regardé, j'étais en mode, mais rien à voir, tu vois. Et genre, quand je commence à voir ça, je me dis, ok, il n'y a pas que le droit dans la vie. Parce qu'on me l'a toujours dit. Mais comme tu veux devenir avocat, il n'y a que le droit dans la vie. Je vois ma robe, je vois ma toile, je vois, tu vois. Et quand j'arrive à ce moment-là, je me dis, ok, Gracelaire, il n'y a pas que le droit dans la vie, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je répète cette question parce que, en réalité, ce qui va te faire lever tous les matins, ce ne sera pas un titre, ça ne sera pas un salaire, ça sera vraiment est-ce que j'aime ça? Parce que c'est vrai, au début, on peut le faire pour les choses pour l'argent. Mais au bout d'un moment, l'argent, c'est pas assez motivant, genre. T'es en mode, ok, bon, est-ce que ça va coûter ma famille? Est-ce que ça va me coûter mon corps, ma santé? Est-ce que, en fait? Et vraiment, il y a des gens qui peuvent le faire, il y en a d'autres qui sont pas à l'aise avec ça. Et il faut pas se mentir. Tous les métiers ne sont pas faits pour tout le monde. Et c'est vraiment en fonction de qui tu es, de tes aspirations, de ce que tu aimes vraiment faire, des solutions que tu veux être pour l'humanité, que tu commences à te dire, ok, je veux vraiment faire du droit, je veux vraiment faire avocat ou pas. Et moi, à ce moment-là, je me rends compte que peut-être que c'est pas vraiment totalement ce que je veux faire. Mais je veux quand même le faire parce que voilà, souvent ça secure the bag, comme on dit. Je sais que j'ai un salaire derrière, etc. Donc je passe le barreau et une énième fois, je l'ai pas. Sauf que là, c'est plus compliqué. Parce que dans le contexte dans lequel je suis, donc si on remonte en arrière, je suis gabonaise, donc étrangère, donc il y a un titre de séjour. Donc un titre de séjour qui allait arriver à expiration à la fin de mes études. Du coup, à la fin de mes études, j'ai plus de bourse. Parce que, déjà l'année où j'ai fini mon Master 2, j'avais plus de bourse. Donc j'ai financé mon année moi-même, etc. Enfin, toutes ces questions se posent et là, je me dis, ok, il va falloir vraiment choisir en fait. C'est pas dans 2 ans, dans 3 ans, etc. C'est là maintenant. Et là, je me dis, bon, je le repasse pas une 3e fois. Je ne le repasse pas. Et pas du tout en me disant, je vais le repasser plus tard, mais c'est vraiment, je ne le repasse plus. J'ai d'autres compétences que je vais mettre à profit et je vais essayer de faire autre chose. Donc là, je fais mon dernier stage, etc. pour commencer à faire des recherches d'emploi. Et là, je commence à découvrir tous les métiers relatifs aux relations publiques, aux affaires publiques, aux réglementaires, etc. Et je vois que ça m'intéresse. Je vois que tout ce que j'avais dans le numérique, dans les télécoms m'intéresse. Mais bon, là je dis ça rapidement. Mais j'ai d'abord fait un tour à l'APEC. J'arrive dans le bureau de mais c'est hyper bien. Donc voilà, tu parlais un petit peu de ce que tu as pu faire après le 2e essai pour le barreau. Tu as parlé de l'APEC justement. D'ailleurs, je mettrai le lien de l'APEC pour ceux qui ne savent pas. Donc, voilà. En fait, l'APEC, ça m'a fait vraiment mettre en pratique un verset, comme je suis chrétienne, je l'ai dit, de la parole de Dieu que j'aime beaucoup. C'est Psaume 84, verset 6, qui dit « Heureux ceux qui trouvent en lui des chemins tout tracés ». Et en réalité, quand j'ai discuté avec la conseillère de l'APEC, je me disais en mode « J'ai raté ma vie, je sais plus quoi faire et tout ». Elle m'a regardé en mode « Mais vous avez quel âge toi ?» Moi j'ai 23 ans et tout. Donc, elle m'a regardé en mode Mais bon, elle m'a appris comme ça, tu vois. Et en fait, au travers de cette dame, en réalité, j'ai pu faire une introspection, mais de compétences. C'est-à-dire que, ok, j'ai toujours vu ma vie au travers d'un prisme, mais est-ce que de manière plus large, il n'y a pas d'autres compétences que je mettrais en œuvre? Et ça ne veut pas dire que demain, je ne repasserai pas le barreau, ou que d'une manière ou d'une autre, en étant juriste, etc., je n'exercerai pas cette profession haute, mais je me suis vue plus large. Et en fait, ça m'a permis même moi de me avoir plus confiance en moi en fait. Parce que le barreau, le droit, c'est très, c'est une petite partie de la société. Il y a beaucoup d'autres métiers, il y a beaucoup d'autres compétences à développer. Il y a, enfin là, quand je vous parle des affaires publiques, etc., il y a le journalisme, il y avait tout ce qui était assistant parlementaire, sénateur, enfin, il y avait tout l'environnement que je ne voyais pas parce que j'avais juste mon prisme de je veux être avocate. Et en réalité, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, il y a vraiment des chemins à l'intérieur de moi qui sont tout tracés. Et quand je dis tout tracé, c'est-à-dire qu'il y a des sensibilités que j'ai, il y a une manière de voir la vie que j'ai, il y a une manière de voir un peu l'environnement qu'il y a à l'intérieur de moi et je pense pas que ce soit à l'intérieur de tout le monde. Enfin, chacun, je pense, ses spécificités. Et au travers de ces discussions que j'ai eues avec elle, au final, j'ai eu un dossier sur c'est quoi mon tempérament, ma personnalité, quels sont les métiers qui sont reliés avec ce que je fais, etc. Et une fois que j'ai fait ça, j'étais confiante. C'est-à-dire que, genre, j'avais une assurance de ce que je peux faire beaucoup plus que ce que je m'étais absolument forcée à faire. C'est-à-dire qu'il y a une différence véritablement entre un métier et une vocation. C'est-à-dire que j'ai une certaine vocation, c'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines choses dans lesquelles j'ai des facilités, des choses pour lesquelles je suis vraiment une solution, par ma prise de parole, par ma réflexion, par mon analyse, par ma personnalité, etc. Et des choses où en réalité c'est juste un métier. Quand tu as fini ton métier, en fait, c'est frustrant. Bon, t'as fait tes 9-19 ou tes 9-20, so what? Mais quand t'as accompli une vocation, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui fait battre ton cœur en réalité. Et parce qu'en fait, tu utilises qui tu es à 100%. Et moi, quand j'ai compris ça, c'est là que je pense que j'ai vraiment réussi avec la situation. Parce que souvent, l'échec, que ça te fait croire, c'est que tu n'arrives à rien, que tu es nul, que tu ne sers à rien. Et c'est très, je trouve, destructeur de ton homme intérieur. Tu te vois toujours au prisme de cet échec, t'as l'impression que tout le monde ne voit que ton échec, alors que sachez que pour beaucoup d'entre nous, c'est rien. Il y a plein d'avocats qui ont raté 3 fois le barreau, il y en a qui ont eu l'opportunité d'avoir de la première fois, c'est très bien. Voilà, mais qui ont raté d'autres choses dans leur vie, quoi. Donc, rater, ça ne signifie jamais qu'on n'est pas bon, qu'on est nul, etc. Et moi, ce que j'ai beaucoup appris justement à travers cette époque, c'est que je ne suis pas mes échecs. Au début, ce que j'avais compris pendant mes études, c'est que je ne suis pas mes notes, ça c'était évident, voilà. Mais je ne suis pas mes échecs, c'est beaucoup plus deep.
C'est beaucoup plus profond de se dire, ok, bon, c'est pas parce que j'échoue que j'ai raté en fait. Et cette mentalité, je trouve que c'est la mentalité un peu à l'américaine de nothing can stop me. Genre vraiment rien du tout. Et c'est là que tu commences à dire, ah ouais, en fait, je peux créer une asso, je peux monter une entreprise, je peux faire ci, je peux faire ça. Et en fait, quand tu recommences, après avoir redéfini les choses, tu recommences vraiment à te mettre en action, à te mettre au contact des personnes. Et là, pendant les 2 ans où j'ai arrêté le barreau, j'étais moins en contact avec les professionnels, je suis de côté, parce que voilà, l'étudiante que je suis était un peu frustrée, etc. Mais dès que tu te remets dans ce mood-là, mais tu rencontres des professionnels qui te parlent des affaires publiques, qui te parlent d'être dans la finance, les finances de marché, les finances d'entreprise, qui te parlent du métier de directeur des affaires financières, donc t'es administratif, mais aussi t'es financier, qui te parlent un peu des profils différents, de ce qu'ils n'ont pas toujours fait la même chose dans leur vie. Et tu te dis, en fait, je suis qu'au début. Et quand t'as ça, t'as le bon mindset pour la suite. C'est-à-dire que moi, après, au début, j'avais pas le bon mindset du coup pour postuler, j'étais en mode, bon bah du coup, je vais pas y arriver, la vie est trop gâchée et tout. Et jusqu'à ce que je me dise, ok, en fait, non, c'est possible, il y a toi à l'intérieur de moi. Et donc j'ai commencé à postuler, et bon, j'ai pris directement l'offre qui m'intéressait parce que comme je l'ai dit, voilà, pour des raisons administratives et autres, il fallait que je commence rapidement. Mais j'ai vraiment eu une opportunité professionnelle qui m'a permis de rentrer dans un monde complètement nouveau. Quand je dis nouveau, c'est-à-dire que moi, là, maintenant, je travaille plus sur les aspects techniques. Des sujets où j'avais beaucoup des aspects réglementaires et juridiques. Donc moi, j'arrive, je parle avec des ingénieurs H24, des CEO, des PDG qui eux connaissent leur domaine depuis 20 ans. Et moi ça fait genre 1 semaine que je suis là et je dois tout comprendre de la digitalisation, comment ça fonctionne, la techno, les machins, les fréquences et tout. Et là je me suis mis au défi de comprendre un secteur, mais vraiment pas sous juste l'approche juridique pure qu'on a l'habitude de faire, on a les grands principes, etc. Mais sous l'approche technique, c'est-à-dire que tu vas sur des chantiers, tu comprends, tu vas sur des environnements de travail, tu sais, ok, bon là c'est un pylône, là c'est un câble, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui transite et tout. Et ça m'a donné un autre regard en fait. Je me suis dit en fait en réalité, pourquoi je montrais même pas une boîte dedans? Pourquoi je serais obligée d'être seulement la juriste? Pourquoi en fait, toi, te mettre dans un environnement, tu commences à parler avec des gens qui ont soit fondé leur boîte, soit à des positions de direction depuis des années, et tu dis en fait, c'est le moment de construire en fait. C'est le moment de construire, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Et je suis passée de vraiment quelqu'un qui percevait cet échec comme la fin, comme en fait cet échec comme ok, en fait c'est juste l'opportunité de s'arrêter, de redéfinir ce que tu veux faire et de recommencer tout simplement. J'ai tellement envie d'applaudir. Non mais c'est... pour ceux qui savent pas, je connaissais déjà un petit peu son histoire, son parcours, mais là de le réentendre, en fait j'ai même des frissons, je trouve que c'est extrêmement encourageant. C'est vraiment édifiant, en fait c'est le terme adéquat, c'est le terme exact. Enfin je trouve ça beau parce que je me dis la toi de la licence et là maintenant, en fait on voit qu'il y a vraiment eu une évolution positive, bénéfique. Aujourd'hui on voit que tu es plus épanoui dans ta vie, beaucoup plus épanoui. En fait même ta perception de la vie, ta perception des choses a évolué, tu vois beaucoup plus parce que souvent quand je parle avec des étudiants en droit, c'est soit avocat, magistrat, notaire. Il y a tellement plus en fait, aujourd'hui on verra un petit peu plus peut-être en détail comment se passe ta journée en tant que juriste dans ce type de milieu, mais il y a plus. Et tu vois, moi j'étais dans cette façon-là de penser si je suis pas magistrate, c'est mort, ma vie est finie, j'ai raté le NM, c'est bon, j'arrête, je vaux plus rien. Enfin en fait, c'est avec du recul, tu te dis mais en fait c'est pas ça, c'est faux en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, on n'est pas nos échecs. L'échec, ça arrive, il y a des gens qui échouent dans différents domaines, pas forcément les études, mais on arrive à se relever et on est plus que ça. T'es même plus qu'une juriste en fait. Et ça, je trouve ça beau, de pouvoir recentrer un petit peu sa vie, parce que j'en parlais un petit peu dans la vidéo de présentation, nos études, notre carrière professionnelle, ça prend une place considérable, et peut-être même un peu trop, et ça vient nous définir, et c'est pas ça, on peut pas se définir parce qu'on fait en fait. Donc bref, je trouve ça vraiment hyper encourageant, hyper édifiant, et en tout cas j'espère que vous, ça vous parle, et je suis sûre que ça vous parle d'ailleurs. Et donc voilà, on a vu un peu ton parcours. Donc comment se passe une journée type dans la vie de Grace Léa concrètement? Qu'est-ce que tu fais professionnellement parlant? Les deux d'ailleurs. Comment tu agences même en fait? Parce que tu vois, tu parlais des avocats notamment, que c'est une profession qui prend quand même pas mal de place. Comment toi par exemple tu arrives à gérer à la fois ta vie de juriste, ta vie professionnelle? Comment tu emboîtes en fait un peu tout ça? Qu'est-ce que tu fais au bureau? Même comment ça se passe l'ambiance? Et en fait pour donner un angle de vue pour quelqu'un en fait qui sait même pas ce que c'est une juriste dans ce type de milieu-là en particulier. D'accord. Alors déjà, quand vous allez dans un milieu où vous n'êtes pas vraiment juriste, parce qu'en réalité j'ai pas de poste de juriste, je suis plutôt chargée de mission. D'accord. En fait, j'ai le profil et le point de vue d'un juriste, mais je suis pas juriste. Les gens ne considèrent pas que tu es juste là pour du contrat et tout, non, ils considèrent que tu connais ton domaine. C'est-à-dire que tu connais les affaires publiques, tu connais l'actualité juridique, tu connais l'actualité réglementaire, tu connais le métier, la filière surtout. Parce que moi je suis dans une entité, en fait c'est du lobbying, donc en fait ce que nous on veut comprendre c'est des intérêts globaux. Qui pense quoi, comment, et quelles sont les positions qu'on fait monter. Donc tu dois savoir, ok, telle entreprise pense ça, telle autre entreprise ne pense pas ça, pourquoi est-ce qu'ils pensent ça, quel est leur historique, pourquoi, etc. En fait, c'est en fait
perpétuellement, tu es dans un environnement où tu te questionnes, ok, qui fait quoi, qui dit quoi, dans quel objectif. Et en fait, c'est ça le métier actuellement, c'est-à-dire c'est du lobbying, c'est pousser des décisions, c'est connaître. Et maintenant, oui, beaucoup, on va faire des amendements, on va vérifier la législation, on va réfléchir à quels sont les impacts juridiques dans l'entreprise. Quand on va rédiger des guides ou des notes, on va mettre des parties de clauses, des clausiers qu'il va falloir comprendre, rédiger, etc. Donc, il y a toute la partie juridique, mais elle est moins contractuelle comme tu le fais par exemple en cabinet d'avocat, mais il y a une grosse compréhension des enjeux. Donc ça, c'est un peu le global. Après, maintenant, moi, depuis, comme je disais un petit peu, que j'ai réalisé que je n'étais pas juste une professionnelle, tout simplement, mais que j'aimais énormément de choses, etc. Je me suis dit, ok, bon, en vrai, donc toujours l'exercice, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je veux faire, en fait. Je veux avoir des relations solides, j'aspire à me marier plus tard, j'aspire à avoir des entreprises, j'aspire à avoir de servir Dieu. Il y a plein de choses que je veux faire et tout doit tenir dans mes 24 heures, en fait. Je me dis, on nous dit souvent ça, la journée, les 24 heures sont la denrée qu'on a donnée de manière équitable à tout le monde. Ok, on n'a pas les mêmes études, pas le même environnement, mais quelque chose qu'on a tous de manière 24 heures, c'est 24 heures. Et quand tu réalises ça, tu te dis, ok, dans mes 24 heures, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? En fait, toute cette réorganisation de mes priorités m'a permis de me dire, ok, bon, là, mon travail, c'est 9h-17h, en fait. Genre, pourquoi? Parce qu'avant, j'aimerais bien travailler sur mon entreprise, le soir, j'aimerais bien me former à quelque chose, après, aller boire un verre avec une amie, mais tout en oubliant de servir dans mon église locale. Enfin, tu vois, il y a tout qui doit rentrer dans mon agenda. Et en réalité, ma vie au quotidien, je pense que c'est jongler entre quelles sont les priorités du moment. Et c'est vrai qu'il y a des moments, je suis full travail. Comment me parler de rien d'autre, de lundi au vendredi, je dois monter un dossier, je dois faire ci, etc., etc. Mais il y a des moments, en fait, ok, je dois travailler, donc je fais mes heures, etc. Mais mon esprit n'est pas là, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres priorités dans ce moment-là, et je trouve que on le voit avec le télétravail, notre manière de travailler évolue. Je sais que je lisais un livre, j'ai oublié l'auteur, mais qui parlait des 21 leçons du 21e siècle. Et en fait, cette personne-là expliquait que la technologie vient révolutionner beaucoup de choses, dont notre manière de travailler, de penser le travail. Donc aujourd'hui, même si on n'y est pas encore de manière actuelle, on voit tous les baromètres de EY et tout qui expliquent que voilà, le travail, le télétravail, ça fait évoluer notre manière de travailler, mais c'est réel. Fondamentalement, notre génération ne travaillera pas comme les générations précédentes. C'est-à-dire qu'on ne pense pas travail de la même manière, on ne pense pas réussite de la même manière comme vous pouvez le voir, et je suis pas la seule, même quand je vois dans mon environnement, quand je discute avec les gens, on ne voit plus juste réussite au sens j'ai un travail, je travaille pendant 35 heures, 42 heures, etc. Non, je peux travailler de l'étranger, je peux travailler en flex office, je peux être entrepreneur et gagner 100K et après ne plus travailler pendant toute l'année, je peux être qui je veux en réalité. Et ce mindset-là, ça te fait voir la vie différemment en fait. Donc je me dis, ok, là j'ai tel poste, je vais évoluer dans telle chose, je vais faire telle chose, ok, mais à côté, j'aimerais bien dans une entreprise. À côté, demain, j'aimerais bien avoir des enfants. À côté, j'aimerais bien pouvoir faire de l'associatif. À côté, quand je sers dans mon église locale, je veux que ça donne ça. Et en fait, quand tu fais tout ça, aussi que, ok, bon là, mes 3 priorités, je sais pas, du mois ou des 3 prochains mois, c'est tac, tac et tac. Et quand tu fais ça, en fait, t'as aucun mal à te dire, bon là, c'est bon, genre, je peux lâcher du lait sur ça. Mais continue à se documenter parce que moi, je sais que ce qui me fait beaucoup évoluer personnellement, c'est toujours en perpétuel apprentissage. C'est-à-dire que par exemple, là on parle beaucoup de l'IA, etc. Nous on fait pas autant d'IA dans ma boîte, mais j'ai commencé un peu à me documenter, ok, ça veut dire quoi, c'est quoi les prompts, les machins, c'est quoi les évolutions pour les entreprises et tout, mais ça n'a rien à voir avec mon travail. Mais je le fais le soir en rentrant, en scrollant, machin, etc. Pour être toujours en train de, tu vois, connaître d'apprendre, toujours en train d'apprendre. En fait, ça fait que du coup, après tu vas avoir des opportunités, donc des personnes qui vont te solliciter, ah mais t'es juriste d'ailleurs, tu fais du réglementaire, est-ce que tu peux étudier cette loi et tout, je fais un atelier, tu veux pas intervenir. Et quand tu vois ce genre de choses, tu te dis en fait, ok, il n'y a pas que mes 35 heures, il y a genre mes compétences qui peuvent être mutualisées, utilisées de manière différente. Je peux utiliser, ok là je suis juriste, mais demain après je peux utiliser plutôt le métier de communicant, après je peux être plutôt journaliste, enfin, vraiment se dire en fait, je suis 360 en fait. Et ce côté 360, franchement moi je trouve que ça te donne on appelle ça multipotentiel, je crois, les gens multipotentiels. Ça donne une autre vision de voir les choses en fait. Donc voilà. Bah waouh, encore une fois waouh. La vidéo touche à sa fin. Est-ce que tu aurais un mot, une phrase, quelque chose à dire à ton ancienne toi et également aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent et qui se sont identifiées à ton parcours, que ce soit aux échecs ou aux réussites? Qu'est-ce que tu aurais aimé dire à ton ancienne toi et aux gens qui nous écoutent actuellement? C'est une très bonne question. Ce que j'aurais aimé dire à mon ancienne moi, c'est plutôt il y a toi à l'intérieur de toi, ne cherche pas à l'extérieur. Enfin, je sais pas comment expliquer, en fait, c'est que souvent quand on fait des études, on regarde toujours les autres. Les autres ils ont fait ci, les autres ils ont fait ça, moi je dois faire comme elle, etc. Mais en fait,
des fois à l'intérieur de nous, ce qui nous fait gagner du temps, c'est de se poser des questions. En fait, il y a quoi en moi? C'est-à-dire que tu sais que tu as telle compétence, telle facilité, donc tu vas faire des études en accord avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Pas juste en regardant, ouais, mais attends, elle a fait ça, du coup, elle a une carrière chez Microsoft. Oui, non, mais lui, il a fait ça, du coup, il est chez Google. Et en fait, ça te met une pression, un accomplissement qui n'est pas forcément ta voie, en fait. Vous savez que beaucoup de gens vont se perdre, vont être frustrés, faire 5 ans d'études, mais en fait, j'aime pas l'ingénierie, j'aurais préféré être une littéraire, ainsi de suite, parce qu'ils n'ont pas regardé à l'intérieur d'eux. Et moi, j'aurais dit à la jeune moi, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et aussi, on va dire, intéresse-toi aux autres. Parce que beaucoup dans mon parcours, je ne l'ai pas forcément autant mentionné, mais c'est au travers des échanges avec les autres que j'ai pu grandir. Grandir personnellement, c'est vrai, mais aussi être une solution pour d'autres personnes. Je sais que j'ai beaucoup appris à la fac en étudiant avec une de mes amies, Audrey. Parce qu'en réalité, on a passé beaucoup de temps ensemble en fait. Et elle avait certaines difficultés, moi j'en avais d'autres. Et en fait, c'est en s'intéressant aux autres que tu deviens aussi une solution pour les autres. Tu te vois aussi dans le quotidien que tu peux solutionner des problèmes. Je sais que par exemple, le legal design, j'ai appris pourquoi. Parce qu'en réalité, les gens ils avaient du mal avec leurs fiches. Donc au fur et à mesure, je faisais un peu des fiches, un peu design, etc. Et en fait, tu te rends compte que, ok, je développe d'autres types de compétences. Quand je vois la position, on va dire, associative que j'ai eue grâce à l'UNICEF, les gens que j'ai rencontrés, je me dis, c'est possible d'aider, de faire du caritatif en même temps que tu fais tes études. Et tout ça, ça t'enrichit, ça te dit, ok, genre je suis plus qu'une seule chose. Donc en fait, à l'intérieur de toi, il y a ça, et du coup, au travers des autres, tu mets à profit en fait qui tu es au travers des autres. Et moi, c'est ce que je dirais à quelqu'un qui m'écoute et aussi à moi. Merci Grace Léa, merci pour cet échange. Je suis vraiment honorée, je ne sais pas si je l'ai précisé au début de la vidéo, mais oui, je suis vraiment honorée de t'avoir sur ce plateau, enfin de t'avoir chez moi encore une fois. Le plateau. Vraiment. Non mais c'est encore une fois moi-même. En fait quand tu parles, je suis toujours édifiée, je suis toujours encouragée et je sais qu'en ressortant de là, je serai encore plus, encore plus motivée pour ce que j'ai à faire au quotidien. Et j'ai aussi beaucoup aimé, encore une fois, quand tu as précisé de se décentrer aussi un peu parfois de nous-mêmes et de se dire comment on peut aider les autres. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on apprend à développer ses compétences, ses qualités. Et aussi, on a beaucoup plus à apporter que nos études. Voilà. Avant de finir, voilà. Avant de finir, mais en fait, Grace Léa, elle a tellement de casquettes. Elle a même pas voulu dire certaines choses, mais je la connais un petit peu au quotidien. Et en fait, elle a écrit une sorte de guide, de manuel. Donc, si vous vous rappelez, vous savez qu'au départ, quand elle expliquait sa licence, c'est quelqu'un qui notait beaucoup, qui a pris beaucoup de notes, voilà, et notait des questions, etc. Et donc, elle a sorti ce petit carnet, ce petit guide en fait, donc qui s'appelle Balance. D'ailleurs, il est très beau dans cette couleur vert olive. Voilà, donc Balance, le carnet qui suit ton évolution. Donc personnellement, je l'ai commencé, il est extrêmement bien. Est-ce que tu voudrais dire quelques mots par rapport à ton bébé? Ça, c'est mon bébé. Non, c'est vraiment mon bébé. Je dis ça pas juste pour la partie commerciale, dans le sens où en fait, c'est un peu la trajectoire que j'ai pris et qui m'a permis de vous dire tout ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout s'est passé par le gros découragement, le gros sentiment de je vais pas y arriver, je vais pas réussir, etc. Et en fait, ce que j'avais, qui montait à l'intérieur de moi, ce que l'esprit m'a communiqué, si je peux dire ça, c'est un peu des étapes en fait. Commence par faire une pause. La première étape du carnet, c'est faire une pause. C'est-à-dire que, ok, qu'est-ce que je veux faire? Quelle est la vie que je veux avoir? Pourquoi je pense si? Comment est-ce que je me sens, etc. Une fois que tu as fini cette partie, en fait, tu redéfinis. Ok, bon, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que je veux faire, etc. Parce que souvent, quand on est dans les planeurs, c'est directement l'exécution. Ouais. On est directement, ok, bon, t'as ton mois, t'as ta semaine, exécute. Mais des fois, t'as même pas le mindset pour exécuter. T'as plus envie d'exécuter ou tu te sens plus exécuté, tu sais même pas quoi exécuter. Donc, premièrement, tu fais une pause. Deuxièmement, tu redéfinis. Tu redéfinis c'est quoi mes priorités, c'est quoi mes valeurs, quelles sont. Et vous allez voir, bon, le schéma, ça vous explique un peu les questions que vous devez vous poser. Donc, c'est assez didactique. Et après, avoir redéfini les choses, vraiment, c'est on recommence. Et là, on le recommence, c'est là que je te dis, ok, sur 10 ans, tu vois quoi? Sur 5 ans, tu vois quoi? Chaque mois, qu'est-ce que tu mets en pratique? Donc, même chaque mois, c'est quelles sont les 5 priorités du mois? Parce qu'en fait, on ne peut pas tout faire. C'est se mentir, de se dire, ok, bon, en même temps, je veux envoyer des fusées dans l'espace. En fait, il faut prioriser les choses. Et moi, je sais que ce carnet m'a personnellement énormément aidé. Et je me suis dit, ok, bon, bah, moi, ça m'a aidé. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent se poser la question. Et autant en faire mes carnets, autant en faire, parce que, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les carnets. Et je trouve que les carnets nous permettent de nous déconnecter d'Internet, des téléphones, etc., qu'on est tout le temps dessus. Et ça permet aussi d'avoir une connexion un peu plus profonde avec le toi. Et donc, j'ai beaucoup apprécié, en fait, faire ce carnet. Donc, n'hésitez pas à l'acheter si vous avez ça.
Et n'hésitez pas aussi à me contacter sur les réseaux sociaux, ça me permettrait de discuter avec vous. Moi, j'aime beaucoup discuter avec les personnes. De toute façon, je mettrai les liens, ton Insta, ton TikTok aussi, ouais. Peut-être ton LinkedIn aussi. Alors voilà, on va tout mettre. On va tout mettre. Contactez-moi sur LinkedIn. Et je mettrai aussi le lien du carnet pour l'obtenir. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification parce que c'est la première invitée, mais loin d'être la dernière. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous. Bisous, merci beaucoup.